Le sang de Mathieu se glaça devant l'impossible. Une lynx rouge gestante transportant un chiot vivant avec une tendresse maternelle inexplicable. Ce geste défiant toute loi naturelle allait révéler un mystère plus profond que tout ce que la science avait jamais envisagé. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Au cœur des forêts denses du parc national des Cévennes, là où les chênes centenaires se dressent comme des sentinelles silencieuses et où les pins sylvestres murmurent des secrets portés par le vent, une scène extraordinaire allait bientôt défier toutes les lois de la nature. C'était un matin brumeux de printemps, cette période où la vie renaît après le long sommeil hivernal. Les premiers rayons du soleil perçaient timidement à travers la canopée, créant un jeu d'ombres et de lumière sur le tapis de mousse et de feuilles mortes. Le silence n'était rompu que par le chant mélodieux des mésanges et le bruissement léger des feuillages. Mathieu Fournier, garde forestier depuis plus de 20 ans, effectuait sa ronde matinale habituelle. À 52 ans, cet homme au visage buriné par les éléments pensait avoir tout vu dans ces bois qu'il connaissait comme sa poche. Ses yeux bleus acier, toujours à l'affût, avaient observé les cycles immuables de la nature, la vie et la mort s'entremêlant dans une danse ancestrale. Mais ce jour-là, au détour d'un sentier à peine visible, Mathieu allait être témoin d'un événement qui bouleverserait toutes ses certitudes. Ce qu'il aperçut d'abord ne semblait être qu'une silhouette furtive entre les arbres. Un animal au pelage roux tacheté de noir se déplaçait avec précaution, son corps musclé se fondant presque parfaitement dans l'environnement forestier. Mathieu reconnut immédiatement un lynx boréal, ou lynx roux, une espèce protégée dont la population fragile faisait l'objet d'une attention particulière des autorités environnementales. Avec ses mouvements gracieux et sa démarche silencieuse, le félin sauvage représentait l'essence même de la beauté et de la férocité naturelle. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'allure de ce lynx. Son ventre distendu indiquait clairement qu'il s'agissait d'une femelle en gestation avancée. Mathieu estima qu'elle devait être à quelques semaines seulement de la mise bas. Ce qui était vraiment extraordinaire, cependant, c'était ce que la lynx transportait délicatement entre ses mâchoires. Un petit chiot au pelage clair, immobile mais visiblement encore vivant. « Impossible », murmura Mathieu, ses doigts se crispant sur ses jumelles. Un prédateur portant sa proie, c'était dans l'ordre naturel des choses. Mais la façon dont cette lynx gestante manipulait le chiot était différente. Il n'y avait pas la prise mortelle au cou qu'utiliserait normalement un félin avec sa proie. Au contraire, elle le portait avec une délicatesse presque maternelle. Le garde forestier resta immobile, retenant son souffle, conscient du privilège incroyable d'assister à cette scène. La lynx progressait lentement, s'arrêtant parfois pour scruter les alentours de ses yeux perçants, avant de reprendre sa route avec son étrange fardeau. Elle ne semblait pas avoir détecté la présence de l'humain, caché par l'odeur des conifères et le relief du terrain. À quelques kilomètres de là, dans le petit village de Saint-Marcel-des-Cévennes, Léa Moreau signalait la disparition de son jeune Golden Retriever. « Max a à peine 2 mois », expliquait-elle, la voix tremblante, au lieutenant de gendarmerie Thomas Ricard. « Il était dans le jardin pendant que je préparais son repas et quand je suis sorti, il avait disparu. La clôture est intacte, je ne comprends pas comment il a pu s'échapper. » Le lieutenant Ricard, un homme trapu dans la quarantaine, au crâne dégarni et au regard bienveillant, notait scrupuleusement les détails. « Depuis combien de temps exactement est-il parti, Madame Moreau ?»« Moins d'1 heure, » répondit Léa, essuyant une larme. « Je vous en prie, il est si petit, si vulnérable. Notre maison est près de la forêt. » Le gendarme hocha la tête, comprenant l'inquiétude de cette femme pour son animal de compagnie. « Nous allons organiser des recherches immédiatement. Avec un peu de chance, il n'est pas allé bien loin. »
Ce que ni Léa ni le lieutenant ne pouvaient imaginer, c'est que le destin de Max était désormais lié à celui d'une créature sauvage, dans un récit qui défierait l'entendement. Mathieu, quant à lui, avait pris la décision de suivre discrètement la lynx gestante. 23 ans de service dans ces forêts lui avaient appris à se déplacer silencieusement, à lire les signes subtils de la faune sauvage. Avec une patience infinie, il maintenait une distance respectable, suffisante pour observer sans perturber. La lynx progressait vers le nord, s'enfonçant plus profondément dans la partie la moins accessible du parc national. Après près d'une heure de cette filature prudente, la femelle félin s'arrêta enfin près d'un imposant rocher couvert de mousse. À sa base, partiellement dissimulée par des broussailles, s'ouvrait l'entrée d'une tanière. Avec une agilité surprenante malgré son état, la lynx se faufila à l'intérieur, le chiot toujours dans sa gueule. Mathieu s'immobilisa, le cœur battant. Il savait qu'il ne pouvait pas s'approcher davantage sans risquer de provoquer une réaction défensive de la part de l'animal sauvage, particulièrement dangereuse, s'agissant d'une femelle sur le point de mettre bas. Sortant son téléphone satellite de sa poche, il composa rapidement le numéro de Claire Dumas, la vétérinaire spécialiste de la faune sauvage attachée au parc national. « Claire, c'est Mathieu. Tu ne vas jamais croire ce que je viens de voir. » Il décrivit la scène extraordinaire dont il avait été témoin, sa voix trahissant son excitation malgré ses efforts pour rester professionnel. Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne, avant que Claire ne réponde enfin. « Tu es absolument certain de ce que tu as vu, Mathieu? Une lynx gestante transportant un chiot vivant? Pas pour le manger. » Affirmatif. Elle l'a manipulé avec un soin. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme elle l'aurait fait avec son propre petit. C'est sans précédent, murmura Claire, et Mathieu pouvait presque la voir en train de passer nerveusement sa main dans ses cheveux courts, comme elle le faisait toujours quand elle était confrontée à un cas inhabituel. « Où es-tu exactement ?» Mathieu lui communiqua ses coordonnées GPS. « Je vais rester en observation à distance sécuritaire. Je pense qu'elle a établi sa tanière ici, probablement pour mettre bas. J'arrive dès que possible avec l'équipe. Ne t'approche pas, contente-toi d'observer. Et Mathieu, prends des photos si tu peux. Sans cela, personne ne nous croira. » Le garde forestier rangea son téléphone et s'installa confortablement contre le tronc d'un vieux chêne, à environ 100 mètres de la tanière. Il sortit son appareil photo équipé d'un puissant téléobjectif et attendit. Le temps s'écoula lentement. Les nuages défilaient dans le ciel, projetant des ombres mouvantes sur le sol forestier. Un écureuil curieux s'approcha, l'examina de ses yeux vifs, puis repartit en bondissant d'arbre en arbre. Presque 2 heures s'étaient écoulées lorsque la lynx réémergea de sa tanière. Seule, elle s'étira longuement, puis commença à patrouiller autour de son territoire, marquant occasionnellement son passage en frottant ses glandes faciales contre des troncs d'arbres. Mathieu saisit cette opportunité pour prendre plusieurs clichés, capturant la grâce sauvage de ce magnifique prédateur. La lynx s'éloigna progressivement, probablement à la recherche de nourriture. Dès qu'elle fut hors de vue, Mathieu hésita. Il savait qu'il ne devrait pas s'approcher de la tanière, mais l'inquiétude pour le chiot et sa curiosité professionnelle l'emportèrent. Avec d'infinies précautions, il s'avança jusqu'à une 20aine de mètres de l'entrée, puis s'accroupit derrière un bouquet de fougères. De là, il pouvait entendre de faibles gémissements provenant de l'intérieur. Le chiot était donc bien vivant. Mais pourquoi la lynx l'avait-elle emmené? Pourquoi ne l'avait-elle pas tué? Ces questions tourbillonnaient dans l'esprit du garde forestier, alors qu'il reculait prudemment pour reprendre sa position d'observation initiale. Au village, les recherches pour retrouver Max s'étaient organisées. Une dizaine de volontaires, menés par le lieutenant Ricard et Léa, ratissaient méthodiquement les abords de la forêt, appelant inlassablement le nom du chiot perdu.
Vous croyez qu'il pourrait avoir été attaqué par un animal sauvage? Demanda Léa, la gorge serrée par l'angoisse. Le lieutenant hésita. C'est une possibilité que nous ne pouvons pas écarter, mais ne perdons pas espoir. Les chiots sont plus résistants qu'on ne le pense. Alors qu'ils progressaient le long d'un ruisseau, l'un des volontaires s'écria soudain « Ici, j'ai trouvé quelque chose ». Tous se précipitèrent vers lui. Sur la berge boueuse, clairement visible, une empreinte de pattes de félin s'était imprimée dans le sol humide. À côté, de minuscules traces qu'on pouvait attribuer à un chiot. « Un lynx », confirma le lieutenant après examen, « et ces petites empreintes pourraient être celles de Max. » Léa porta sa main à sa bouche, étouffant un sanglot. Tous savaient ce que cela signifiait généralement. Un prédateur avait trouvé une proie facile. « Je vais contacter le parc national », décida le lieutenant. « Ils ont des gardes forestiers qui connaissent le comportement de ces animaux. Si Max a été emporté par un lynx, ils pourront au moins nous dire où chercher. » Le soleil atteignait son zénith lorsque Claire Dumas arriva enfin sur les lieux, accompagnée de 2 assistants chargés d'équipements scientifiques. Grande et élancée, ses cheveux bruns coupés courts encadrant un visage aux traits fins, marqué par des années d'expérience sur le terrain, la vétérinaire de 43 ans était considérée comme l'une des meilleures spécialistes européennes des félins sauvages. Elle avait consacré sa thèse de doctorat à l'étude comportementale des lynx des Carpates, avant de revenir s'installer dans sa région natale des Cévennes. « Aucun signe de la mère ?» demanda-t-elle à voix basse, en rejoignant Mathieu dans sa cachette d'observation. « Elle est partie chasser il y a environ 1 heure, » répondit le garde forestier. « Je n'ai pas osé m'approcher davantage, mais j'ai entendu le chiot gémir. Il est vivant, Claire. » La vétérinaire hocha la tête, son regard analysant déjà la configuration des lieux, évaluant les risques. « As-tu pu déterminer depuis combien de temps elle a établi cette tanière ?» Difficile à dire. Les traces autour sont relativement fraîches. Je dirais quelques jours tout au plus. Claire fit signe à ses assistants de déployer le matériel, caméra thermique, microphone directionnel et une petite caméra endoscopique. Nous allons procéder avec une extrême prudence. Si cette lynx est sur le point de mettre bas, la moindre perturbation pourrait déclencher un abandon de tanière, ou pire. « Et pour le chiot ?» s'inquiéta Mathieu. Claire le regarda gravement. « S'il est encore vivant après plusieurs heures dans cette tanière, c'est que la lynx n'a pas l'intention de le tuer. Du moins, pas dans l'immédiat. C'est un comportement sans précédent. J'ai étudié des cas d'adoption interspécifiques, mais généralement entre espèces plus proches, et jamais impliquant un prédateur et sa proie potentielle. » Pendant que l'équipe scientifique mettait en place un périmètre d'observation à distance sécuritaire, le téléphone de Mathieu vibra. C'était un message du quartier général du parc national. La gendarmerie avait signalé la disparition d'un chiot dans un village voisin et des traces de lynx avaient été découvertes à proximité. « Claire, » dit-il en montrant le message, « je crois que nous avons l'identité de notre petit pensionnaire, un golden retriever nommé Max, disparu ce matin à Saint-Marcel. » La vétérinaire fronça les sourcils. « Intéressant. Le village est à près de 5 kilomètres d'ici. Cette lynx a parcouru une distance considérable avec un chiot dans la gueule, tout en étant en fin de gestation. Sa motivation devait être extraordinairement forte. » L'un des assistants, un jeune homme aux cheveux roux nommé Antoine, s'approcha discrètement. « Docteur Dumas, nous avons terminé l'installation du système de surveillance. Les premières images thermiques confirment la présence de 2 formes de vie à l'intérieur de la tanière, une grande et une petite. » Claire acquiesça. « Parfait. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe réellement là-dedans. » Sur l'écran de l'ordinateur portable, les images infrarouges révélaient clairement 2 signatures thermiques distinctes au fond de la tanière. La plus petite, probablement le chiot, semblait se déplacer librement, sans contrainte apparente. Il n'est pas attaché ni immobilisé.
murmura Claire, fascinée. Elle ne le garde pas comme réserve de nourriture. Regardez, s'exclama Antoine en pointant un détail sur l'écran. Il semble se blottir contre elle périodiquement. Claire ajusta ses lunettes, scrutant attentivement les mouvements des deux créatures. C'est remarquable. On dirait presque qu'il recherche sa chaleur, comme le ferait un chaton avec sa mère. Ou comme le feraient ses propres petits quand ils naîtront, ajouta Mathieu. Claire resta silencieuse un long moment, réfléchissant intensément. Il existe des cas documentés de confusion maternelle chez certains mammifères, dit-elle finalement, des femelles sur le point de mettre bas dont les hormones déclenchent des comportements de protection envers des jeunes qui ne sont pas les leurs. Mais généralement, cela se produit avec des espèces apparentées ou au moins similaires. Jamais entre un prédateur et une proie potentielle, demanda Mathieu. Jamais à ma connaissance, confirma Claire. C'est pourquoi cette situation est si extraordinaire. Pendant ce temps, au village, les recherches avaient pris une tournure plus organisée. Le lieutenant Ricard, après avoir reçu confirmation de la présence d'un lynx dans le secteur, avait contacté l'Office français de la biodiversité pour obtenir des renforts spécialisés. Nous avons établi que les traces mènent vers le nord, en direction du massif central du parc, expliquait-il à Léa et aux autres volontaires rassemblés devant la mairie. L'OFB nous envoie des agents équipés pour suivre la piste dans des terrains plus difficiles. Léa, les traits tirés par l'inquiétude, serrait contre elle la couverture préférée de Max. « Vous croyez qu'il est encore vivant ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. Le lieutenant voulut répondre avec honnêteté, mais fut interrompu par l'arrivée d'une jeep du parc national. Un homme d'une 60aine d'années en descendit, Pierre Vaillant, le directeur du parc, que beaucoup connaissaient dans la région. « Nous avons des nouvelles », annonça-t-il, s'adressant directement à Léa après un bref signe de tête au lieutenant. « Une de nos équipes scientifiques a localisé ce qui semble être votre chiot. Il est vivant. » Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. Léa porta ses mains à son visage, les larmes coulant librement sur ses joues. « Oh mon Dieu, merci » souffla-t-elle. « Où est-il? Quand pourrons-nous aller le chercher ?» Pierre Vaillant échangea un regard avec le lieutenant Ricard avant de répondre prudemment. « La situation est compliquée. Votre chiot se trouve effectivement dans une tanière de lynx, mais les circonstances sont extrêmement inhabituelles. Le lynx en question est une femelle gestante qui, pour une raison que nos scientifiques tentent encore de comprendre, a emporté votre chiot sans lui faire de mal. » Le silence qui suivit cette déclaration était lourd d'incrédulité. « Vous voulez dire que ce lynx garde Max comme un animal de compagnie ?» demanda quelqu'un dans la foule. « Ou comme réserve de nourriture ?» grommela un autre, déclenchant un sanglot étouffé de Léa. Pierre secoua fermement la tête. « Non. D'après nos premières observations, elle semble le traiter comme elle traiterait son propre petit. C'est un comportement sans précédent que nos experts étudient actuellement avec toutes les précautions nécessaires. » De retour sur le site de la tanière, la situation prenait une tournure encore plus étonnante. La lynx était revenue de sa chasse, transportant un lièvre fraîchement tué. L'équipe scientifique, dissimulée sous des filets de camouflage, observait avec fascination la scène qui se déroulait. La femelle félin s'arrêta à l'entrée de sa tanière, déposa sa proie, puis émit un son doux, presque semblable à un roucoulement. À la stupéfaction de tous les observateurs, le petit Golden Retriever émergea timidement de l'obscurité, remuant faiblement la queue. « Elle l'appelle », murmura Claire, incrédule. « Elle l'appelle comme elle appellerait ses petits. » Ce qui suivit défia toutes leurs attentes. La lynx commença à déchiqueter le lièvre, puis recula, permettant au chiot de s'approcher et de se nourrir. Lorsque Max hésita, elle poussa doucement la viande vers lui avec son museau. « Elle le nourrit », souffla Antoine, stupéfait. «
Elle partage délibérément sa nourriture avec lui. Mathieu filmait frénétiquement la scène, conscient qu'il documentait un comportement jamais observé auparavant dans la nature. C'est comme si elle l'avait adopté. Claire observait intensément chaque détail de l'interaction. Les félins ont un instinct maternel extrêmement puissant. Cette lynx est probablement submergée d'hormones, préparant son corps à la maternité. Mais même cela n'explique pas complètement pourquoi elle a choisi un chiot domestique. Soudain, la lynx se figea, ses oreilles touffues, dressées et pivotant comme des radars. En un instant, son langage corporel changea radicalement, dos arqué, poils hérissés, elle émit un feulement menaçant. D'un mouvement fluide, elle poussa le chiot vers l'entrée de la tanière, le forçant à se mettre à l'abri. « Quelque chose approche », chuchota Mathieu, éteignant immédiatement la caméra. « Un danger. » Claire fit signe à toute l'équipe de rester parfaitement immobile. À travers leurs jumelles, ils aperçurent bientôt la source de l'alarme. 3 silhouettes humaines progressaient maladroitement à travers les buissons, à environ 200 mètres de leur position. « Des braconniers ?» s'inquiéta Antoine. Mathieu ajusta ses jumelles. « Non, je reconnais l'un d'eux. C'est le lieutenant Ricard de la gendarmerie. Les 2 autres doivent être des volontaires pour les recherches du chiot. » Claire jura doucement. « Ils vont tout compromettre. Si la lynx se sent menacée, elle pourrait abandonner la tanière. Ou pire, devenir agressive pour protéger son territoire et le chiot. « Je vais les intercepter, » décida Mathieu, se levant prudemment. « Continuez l'observation et prévenez-moi immédiatement si la situation évolue. » Alors qu'il s'éloignait silencieusement pour intercepter les nouveaux arrivants, Claire reporta son attention sur la lynx. Le félin sauvage, toujours en posture défensive, se tenait maintenant directement devant l'entrée de sa tanière, comme un gardien déterminé à protéger son précieux contenu. « Ce n'est pas juste de l'instinct maternel, » murmura-t-elle pour elle-même. « Il y a autre chose, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » Mathieu progressait rapidement entre les arbres, suivant un ancien sentier de gibier qu'il connaissait bien. Il devait intercepter le lieutenant et ses accompagnateurs avant qu'ils n'approchent davantage de la tanière. À une centaine de mètres, il aperçut enfin les 3 silhouettes. Le lieutenant Ricard, facilement reconnaissable à son uniforme, un homme corpulent équipé d'un GPS que Mathieu ne connaissait pas, et une jeune femme aux longs cheveux châtains, nouée en queue de cheval, probablement la propriétaire du chiot. « Lieutenant !» appela-t-il à mi-voix, assez fort pour être entendu mais sans perturber la forêt environnante. « Par ici !» Les 3 visiteurs s'immobilisèrent, surpris par cette apparition soudaine. Mathieu s'approcha rapidement, une expression grave sur le visage. « Garde Fournier !» salua le lieutenant, visiblement soulagé de voir un visage familier. « Nous cherchons... » « Je sais exactement ce que vous cherchez, » interrompit Mathieu, « et je sais où il se trouve. Mais vous ne pouvez pas continuer dans cette direction. Pas maintenant. » La jeune femme s'avança, les yeux rougis par les larmes, mais brillants d'espoir. « Vous avez vu Max, mon chiot? Est-ce qu'il va bien ?» Mathieu la considéra avec compassion. « Madame Moreau, je présume. Votre chiot est vivant, oui. Mais la situation est extraordinairement délicate. » En quelques mots concis, il leur expliqua ce qu'ils avaient découvert. La lynx gestante, son comportement inexplicable envers le chiot et la fragilité de la situation actuelle. Une équipe scientifique dirigée par la docteure Dumas est en train d'observer la scène. Tout dérangement pourrait déclencher une réaction imprévisible de la lynx. Le lieutenant fronça les sourcils. Vous voulez dire que cette bête sauvage retient le chiot de Madame Moreau prisonnier et vous vous contentez de... Regardez, ce n'est pas si simple, répliqua Mathieu. La lynx ne retient pas Max prisonnier. Elle le traite comme son propre petit. Elle le nourrit, le protège. C'est un phénomène sans précédent, lieutenant. Quelque chose qui pourrait révolutionner notre compréhension du comportement animal. Avec tout le respect que je vous dois, intervint l'homme au GPS,
Max est un animal domestique appartenant légalement à Madame Moreau. Vous n'avez pas le droit de... Monsieur, coupa Mathieu avec fermeté, nous sommes dans une zone centrale du parc national. La lynx est une espèce protégée, et celle-ci est sur le point de mettre bas. Toute intervention irréfléchie pourrait non seulement mettre en danger la vie de cette femelle et de ses futurs petits, mais aussi celle de Max. Un silence tendu s'installa. Léa Moreau fixait Mathieu, ses émotions visiblement en conflit sur son visage. « Est-ce que je peux au moins le voir ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Mathieu hésita, puis hocha lentement la tête. « Venez avec moi, vous deux, » ajouta-t-il en regardant le lieutenant et l'autre homme. « Vous pouvez nous accompagner, mais vous devrez suivre mes instructions à la lettre. Un seul mouvement brusque ou un bruit trop fort pourrait tout compromettre. » Alors qu'il rebroussait chemin vers le poste d'observation, Mathieu contacta Claire par radio pour l'informer de la situation. Sa réponse fut brève mais claire. Il pouvait amener Léa, mais à condition qu'elle reste absolument silencieuse et immobile. Au même moment, dans la tanière, une scène fascinante se déroulait sous les yeux attentifs d'Antoine et de l'autre assistant, une jeune femme nommée Sophie. La lynx, après s'être assurée que la menace s'était éloignée, avait relâché sa posture défensive. Elle était maintenant allongée à l'entrée de la tanière, le chiot blotti contre son flanc. De temps à autre, elle lui léchait doucement la tête, un comportement typique de toilettage maternel. « C'est incroyable », murmurait Sophie, ajustant le microphone directionnel pour capter les sons subtils échangés entre les deux animaux. On dirait qu'elle communique avec lui. Écoute ces petits roucoulements. Ce sont exactement les mêmes vocalisations qu'une mère lynx utiliserait avec ses chatons. Antoine hochait la tête, fasciné. Et regarde comme le chiot répond. Il n'a pas peur d'elle, pas du tout. Il doit être trop jeune pour comprendre qu'elle est censée être un prédateur pour lui, suggéra Sophie. À son âge, il répond instinctivement aux signaux de soins maternels, quelle que soit leur source. Peut-être, Antoine paraissait pensif. Mais ça n'explique pas pourquoi elle l'a pris en premier lieu. Une lynx aurait normalement vu un chiot comme une proie facile, pas comme un petit à adopter. Claire, qui s'était approchée silencieusement, intervint à voix basse. « C'est précisément la question qui nous occupe. » Mathieu revient avec la propriétaire du chiot et 2 autres personnes. Maintenez votre surveillance et enregistrez tout. Quelques minutes plus tard, Mathieu arrivait avec les 3 visiteurs, les guidant avec précaution vers le poste d'observation. Léa Moreau eut un hoquet de surprise étouffé lorsqu'elle aperçut enfin la scène à travers les jumelles que lui tendait Claire. « C'est bien, Max », chuchota-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Mais il a l'air heureux. Comment est-ce possible ?» Claire lui expliqua doucement les théories qu'ils avaient commencé à formuler. Les hormones maternelles de la lynx pourraient avoir déclenché un comportement d'adoption. C'est rare, mais pas sans précédent dans le monde animal. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que cela se produise entre un prédateur et une proie potentielle. « Mais pourquoi mon Max spécifiquement ?» insista Léa. De tous les animaux qu'elle aurait pu croiser, c'était une excellente question et personne n'avait de réponse satisfaisante. Le lieutenant Ricard, qui observait la scène avec un mélange d'incrédulité et de fascination professionnelle, se tourna vers Claire. « Docteur Dumas, quelle est la suite? Combien de temps comptez-vous laisser ce chiot avec ce prédateur sauvage ?» Claire soutint son regard. « Lieutenant, nous sommes face à un phénomène scientifique sans précédent. Cette lynx est sur le point de mettre bas, probablement dans les prochains jours. Son comportement envers ce chiot pourrait nous apprendre énormément sur les capacités cognitives et émotionnelles des félins sauvages. » Et si elle change d'avis, intervint l'homme au GPS, que Mathieu avait appris être Bernard Leclerc, un cousin de Léa.
Si son instinct maternel se transforme soudainement en instinct de prédateur? Claire secoua la tête. Nous surveillons la situation en permanence. Au moindre signe de danger pour le chiot, nous interviendrons. Mais pour l'instant, séparer brutalement ces deux animaux pourrait être traumatisant pour les deux. Léa, qui n'avait pas quitté des yeux la scène à travers les jumelles, prit une décision qui surprit tout le monde. Laissez-le. Laissez Max avec elle pour le moment. « Léa !» s'exclama Bernard. « Tu ne peux pas sérieusement ?»« Regarde-le, Bernard, » dit-elle doucement, lui tendant les jumelles. « Il est en sécurité. Il est nourri. Et quoi que cette lynx ait vu en lui, elle le protège comme si c'était le sien. » Un silence respectueux s'installa dans le groupe, chacun contemplant les implications de cette situation extraordinaire. Claire échangea un regard approbateur avec Mathieu. La réaction de Léa était remarquable. Beaucoup de propriétaires d'animaux auraient exigé une intervention immédiate, quelles qu'en soient les conséquences. « Nous allons établir un campement permanent à distance sécuritaire », décida Claire. « Surveillance 24 heures sur 24, avec relais d'équipe. Madame Moreau, si vous le souhaitez, vous pouvez participer à cette surveillance. » Léa hocha la tête, reconnaissante. Le lieutenant Ricard, après un moment d'hésitation, accepta également la situation, à condition d'être tenu informé en permanence. Alors que le jour commençait à décliner, teintant la forêt de nuances orangées, l'équipe scientifique installait un campement discret à environ 150 mètres de la tanière. Des capteurs de mouvement furent placés stratégiquement pour alerter de toute activité inhabituelle pendant la nuit. Claire, assise devant la tente principale, où des écrans retransmettaient les images des caméras thermiques, consultait frénétiquement ses notes et diverses publications scientifiques sur sa tablette. Mathieu s'approcha, lui tendant une tasse de café fumant. « Des réponses ?» demanda-t-il simplement. Claire soupira, frottant ses yeux fatigués. « Plus de questions que de réponses, pour être honnête. J'ai contacté plusieurs collègues à l'international. Personne n'a jamais documenté un tel comportement. Qu'est-ce que ton instinct te dit ?» Elle le regarda, un sourire fatigué aux lèvres. « Mon instinct, il me dit que nous sommes en train d'assister à quelque chose qui va au-delà de nos catégories scientifiques habituelles. Cette lynx a établi une connexion avec ce chiot que nous ne pouvons pas encore expliquer. Et je crois que nous devons l'observer avec humilité, plutôt que d'essayer immédiatement de l'expliquer ou d'intervenir. » Mathieu hocha la tête, son regard se portant vers Léa qui, malgré la fatigue évidente, n'avait pas quitté son poste d'observation. « Elle est remarquable, » murmura-t-il. « Beaucoup auraient exigé une intervention immédiate. »« Elle voit ce que nous voyons, » répondit Claire, « que quelque chose de profondément naturel se passe ici, même si c'est en contradiction avec tout ce que nous pensions savoir sur la nature. » Sur l'écran devant eux, la lynx et le chiot étaient maintenant profondément endormis, blottis l'un contre l'autre dans la sécurité de la tanière, leur respiration synchronisée, comme s'ils avaient toujours été destinés à se trouver. L'aube du troisième jour se leva sur le campement scientifique, apportant avec elle une lumière dorée qui filtrait à travers la canopée. L'équipe avait établi une routine efficace, rotation de surveillance, collecte méthodique de données et réunions régulières pour analyser les observations. Léa Moreau, contre toute attente, s'était parfaitement intégrée à cette organisation, offrant des insights précieux sur le comportement habituel de Max et apprenant rapidement les protocoles scientifiques. Ce matin-là, Claire était penchée sur son ordinateur, compilant les données de la nuit, quand Mathieu s'approcha avec une expression préoccupée. « J'ai reçu un appel du directeur du parc », annonça-t-il à voix basse. « La presse a eu vent de l'histoire. Un journaliste local a entendu des rumeurs au village et a commencé à poser des questions. » Claire se frotta les tempes, sentant poindre une migraine. « C'était inévitable, je suppose. Une histoire pareille, c'est trop extraordinaire pour rester confidentiel longtemps. »
Pierre a réussi à temporiser pour l'instant, mais il suggère que nous préparions un communiqué officiel. Il pense qu'il vaut mieux contrôler le récit plutôt que de laisser les spéculations s'emballer. Ils furent interrompus par Sophie qui accourait, le visage animé par l'excitation. « Claire, Mathieu, venez voir ça, vite !» Sur l'écran de surveillance, la lynx présentait des signes évidents d'agitation. Elle faisait les 100 pas à l'entrée de la tanière, s'arrêtant parfois pour gratter frénétiquement le sol ou se lécher le flanc. « Elle entre en travail », murmura Claire, son irritation concernant la presse instantanément oubliée. Les contractions commencent. L'équipe entière, y compris Léa, se rassembla autour des moniteurs, fascinés par ce moment crucial. Tous se demandaient silencieusement comment la naissance des chatons affecterait-elle la relation avec Max. La réponse vint plus rapidement et de façon plus surprenante qu'ils ne l'avaient imaginé. Alors que les contractions de la lynx s'intensifiaient, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle appela Max à ses côtés avec ces mêmes roucoulements doux qu'elle utilisait pour communiquer avec lui. Le chiot, maintenant visiblement plus à l'aise dans son environnement forestier, s'approcha docilement et s'allongea contre elle, comme pour offrir son soutien. « C'est incroyable », souffla Antoine. « On dirait qu'elle veut qu'il soit présent pendant la mise bas. » Claire observait la scène avec une intensité scientifique mêlée d'émerveillement. Les félins sont généralement extrêmement secrets et isolés pendant l'accouchement. Qu'elle accepte, non qu'elle sollicite la présence de Max, c'est sans précédent. Les heures suivantes furent parmi les plus extraordinaires que l'équipe ait jamais vécues. La lynx donna naissance à 3 chatons, des créatures minuscules aux yeux encore fermés, avec l'assistance involontaire mais constante de Max. Le chiot restait calmement à ses côtés, occasionnellement lui léchant le museau comme pour l'encourager, dans un renversement étonnant des rôles naturels. Après la naissance du dernier chaton, la lynx, épuisée mais alerte, entreprit de nettoyer ses petits avec la délicatesse propre aux félins. Puis, dans un geste qui laissa les observateurs sans voix, elle poussa doucement l'un des chatons vers Max comme pour le lui présenter. « Elle l'intègre à la famille », murmura Léa, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle considère Max comme un grand frère pour ses petits. Claire, malgré sa formation scientifique rigoureuse, ne put s'empêcher d'être profondément émue. En 20 ans d'études des félins sauvages, je n'ai jamais rien vu de tel. Cette lynx défie tout ce que nous pensions savoir sur les limites du comportement animal. Pendant que l'équipe célébrait discrètement cette naissance extraordinaire, Mathieu s'était éloigné pour passer quelques appels. Lorsqu'il revint, son expression était à la fois excitée et pensive. « J'ai parlé à un vieil ami qui travaille à l'Office national des forêts », expliqua-t-il. Il a consulté leur base de données sur les lynx suivis dans la région. Il pense avoir identifié notre femelle. Claire se tourna vers lui, soudainement très attentive. « Tu as un dossier sur elle ?» Mathieu hocha la tête, sortant sa tablette. Si c'est bien le spécimen LF217 comme il le pense, son histoire pourrait expliquer certaines choses. Il fit défiler plusieurs photos et documents sur l'écran avant de trouver ce qu'il cherchait. Voilà. LF217, surnommé Aria par les chercheurs. Né en captivité il y a environ 4 ans dans un centre de reproduction en Suisse, dans le cadre du programme européen de réintroduction du lynx boréal. En captivité ? Claire fronça les sourcils. Elle a donc eu des contacts humains pendant ses premières semaines ? Plus que ça, continua Mathieu. Selon ses notes, sa mère est morte peu après la mise bas. Aria et ses 2 frères ont été élevés au biberon par les soigneurs du centre pendant près de 3 mois. Un silence contemplatif s'installa tandis que chacun assimilait cette information cruciale. L'imprégnation précoce, murmura finalement Claire. Elle a été socialisée par des humains pendant sa période critique de développement. Exactement.
Et ce n'est pas tout. Mathieu fit défiler d'autres pages. Le centre avait à la même époque une portée de chiots bergers suisses, utilisés dans leur programme de chiens de protection pour les troupeaux. Selon ces notes, les soigneurs laissaient parfois les jeunes lynx et les chiots interagir sous surveillance dans le cadre d'une étude sur la socialisation interspécifique. Léa, qui écoutait attentivement, intervint. « Vous voulez dire que cette lynx a grandi avec des chiots comme compagnons de jeu ?» « Pendant une période limitée, oui, » confirma Mathieu. Elle a été relâchée dans la nature à l'âge de 6 mois, après un protocole de désensibilisation humaine, mais ses premières expériences ont clairement laissé une empreinte durable. Claire hocha lentement la tête, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Donc, quand elle a croisé Max, il lui a peut-être rappelé ses premiers compagnons, compléta Mathieu, et avec les hormones de grossesse modifiant son comportement, cette mémoire précoce a pu ressurgir de façon spectaculaire. Ce qui explique pourquoi elle n'a pas vu en lui une proie, mais un membre potentiel de sa famille, conclut Claire, visiblement fascinée par cette nouvelle perspective. Léa regardait alternativement les scientifiques et l'écran où Max, maintenant entouré de 3 minuscules chatons, semblait s'être parfaitement adapté à son rôle improbable. Est-ce que ça change quelque chose à, vous savez, à ce qu'on doit faire? La question ramena tout le monde à la réalité pratique de la situation. Qu'allait-il advenir de cette famille recomposée si extraordinaire? Claire prit une profonde inspiration. D'un point de vue strictement scientifique, cette situation représente une opportunité d'étude sans précédent. Mais d'un point de vue éthique, « Max est mon chiot », dit doucement Léa. « Je l'aime et il me manque terriblement. Mais après ce que je viens de voir, après avoir compris ce lien spécial, je ne sais plus ce qui serait juste. » Le silence qui suivit était lourd de complexité morale et émotionnelle. Ce fut Antoine qui proposa finalement une perspective différente. Et si nous n'avions pas à choisir immédiatement? Les chatons nouveau-nés resteront dans la tanière pendant plusieurs semaines. Nous pourrions continuer à observer, à documenter cette relation unique et réévaluer la situation quand ils commenceront à s'aventurer dehors. Claire considéra cette suggestion, puis acquiesça lentement. C'est une approche raisonnable. Léa, qu'en pensez-vous? Seriez-vous d'accord pour laisser Max avec eux encore quelque temps, pendant que nous poursuivons nos observations? Léa contempla l'écran où son Golden Retriever, visiblement en bonne santé et nullement en détresse, s'était endormi paisiblement à côté de la petite famille de lynx. Je crois que Max a trouvé sa place, pour l'instant du moins. Je ne veux pas l'arracher à ça. Alors que cette décision collective s'installait, un nouveau visiteur arriva au campement. Pierre Vaillant, le directeur du parc, accompagné d'une femme que personne ne reconnut immédiatement. « Bonjour à tous », salua Pierre. « Permettez-moi de vous présenter professeur Elena Kovač de l'Université de Ljubljana. Elle est l'une des plus grandes spécialistes mondiales du comportement des félins sauvages et elle a travaillé sur le programme de réintroduction en Suisse où est né notre lynx. » La femme, grande et élégante malgré sa tenue de terrain, s'avança avec un sourire chaleureux. « J'ai pris le premier avion quand Pierre m'a contacté. Cette situation est extraordinaire. » Claire se présenta, visiblement honorée de rencontrer cette éminente collègue. « Professeur Kovač, votre expertise sera inestimable. Nous venons juste d'apprendre l'origine particulière de notre lynx. Appelez-moi Elena, je vous en prie. » Son accent d'Europe de l'Est colorait légèrement son français, par ailleurs excellent. « Oui, j'ai personnellement supervisé le développement d'Aria pendant ses premiers mois. C'était un spécimen remarquable, même alors, particulièrement curieuse et adaptable pour un lynx. Vous avez observé ses interactions avec les chiots du centre ?» demanda Mathieu. Elena acquiesça. C'était une expérience controversée à l'époque. Certains de mes collègues craignaient que cela ne compromette ses chances de réadaptation à la vie sauvage.
Mais je défendais l'hypothèse que les expériences précoces diversifiées augmentent la plasticité comportementale sans nécessairement entraver les instincts naturels. Elle s'approcha des écrans, observant attentivement la scène dans la tanière. Et il semble que j'avais raison, d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Aria n'est pas moins lynx pour avoir intégré un chiot à sa famille. Elle a simplement élargi sa définition de ce que peut être une famille. Cette observation, simple mais profonde, résonna auprès de tous les présents. Tandis qu'Elena se familiarisait avec les données collectées, Léa s'approcha discrètement de Claire. « Docteur Dumas ?» Je me demandais, serait-il possible que je m'approche un peu plus de la tanière? Pas pour interférer, juste pour être plus près de Max, même brièvement. Claire hésita, pesant les risques potentiels. « C'est délicat, Léa. » Aria semble avoir accepté notre présence à distance, mais s'approcher davantage pourrait la stresser, surtout maintenant qu'elle a des nouveau-nés. « Je comprends, » dit Léa, la déception évidente dans sa voix. Elena, qui avait entendu leur conversation, intervint avec douceur. « Si je peux me permettre, Aria a été habituée à l'odeur humaine pendant ses mois formatifs. Elle pourrait être plus tolérante que vos protocoles habituels ne le supposent. » Elle se tourna vers Léa. « Avez-vous apporté quelque chose portant votre odeur, quelque chose que Max reconnaîtrait ?» Léa hocha la tête. « Sa couverture préférée, je l'ai dans mon sac. » « Alors peut-être pourrions-nous tenter une approche très progressive, suggéra Elena. D'abord placer la couverture à mi-chemin, voir comment Aria réagit. Claire et Mathieu échangèrent un regard, évaluant silencieusement cette proposition inattendue. La proposition d'Elena suscita un débat animé au sein de l'équipe scientifique. Mathieu et Antoine exprimaient des réserves, craignant que toute intervention humaine ne perturbe l'équilibre fragile de cette situation exceptionnelle. Claire, initialement hésitante, commençait à voir le mérite d'une approche contrôlée. Quant à Sophie, elle soutenait pleinement l'idée, argumentant que comprendre la réaction d'Aria face à la présence humaine enrichirait considérablement leurs données. « Nous procéderons par étapes très graduelles », expliqua Elena, dessinant un schéma sur son carnet de notes. Première phase, déposer la couverture de Max à une distance de 50 mètres de la tanière, puis observer la réaction d'Aria pendant 24 heures. Si elle l'accepte, nous la rapprocherons progressivement. Et si elle réagit négativement, s'inquiéta Mathieu. Alors nous arrêtons immédiatement et reconsidérons notre approche, répondit Elena avec assurance. Rappelez-vous que nous avons un avantage. Aria n'associe pas les humains à une menace comme le ferait un lynx né dans la nature. Sa période d'imprégnation précoce joue en notre faveur. Léa, qui avait écouté attentivement cet échange, sortit de son sac la couverture de Max, un simple carré de tissu bleu délavé, visiblement usé par les mordillements du chiot. « Il dort avec depuis son arrivée chez moi », expliqua-t-elle. Son odeur et la mienne y sont imprégnées. Claire examina la couverture, puis hocha la tête. « Très bien, nous tenterons cette approche à l'aube demain, quand Aria sera probablement plus détendue après la nuit. » Pendant ce temps, à Saint-Marcel-des-Cévennes, la nouvelle de cette extraordinaire situation commençait à se répandre, malgré les efforts de discrétion des autorités. Au café de la place, centre névralgique des commérages locaux, les conversations ne tournaient plus qu'autour de la lynx qui a adopté un chiot. « Mon cousin travaille pour l'Office national des forêts », déclarait avec importance Marcel Dubois, agriculteur à la retraite. « Il m'a dit qu'ils ont installé tout un laboratoire scientifique en pleine forêt pour les observer. » Et la propriétaire du chien, la petite Moreau, elle a accepté ça, demandait Jeanne, la boulangère, en essuyant ses mains sur son tablier. « Moi, on me prendrait mon filou, je ne laisserai pas faire, science ou pas science. » « Paraît que des journalistes de Paris sont en route, » ajouta Raymond, le facteur. « J'ai même entendu dire que des Américains voulaient te faire un documentaire. » Le lieutenant Ricard, attablé dans un coin avec son café,
écoutait ces conversations avec une certaine inquiétude. Il avait promis à Pierre Vaillant de faire son possible pour tempérer les rumeurs, mais la fascination du public pour cette histoire était impossible à contenir. Sortant discrètement son téléphone, il envoya un message d'avertissement à Mathieu. À l'aube du lendemain, comme prévu, l'équipe scientifique se prépara pour leur expérience. La nuit avait été calme, Aria s'occupant attentivement de ses chatons nouveau-nés, tandis que Max maintenait sa présence protectrice à leur côté. Les images infrarouges montraient que le chiot s'était même aventuré à lécher délicatement les minuscules félins, dans un comportement de toilettage qui avait stupéfait les observateurs. Claire, Elena et Léa, accompagnées de Mathieu pour la sécurité, s'approchèrent silencieusement jusqu'à la distance convenue. Léa tenait la couverture de Max, maintenant placée dans un sac plastique transparent pour préserver et concentrer son odeur. « Maintenant, nous allons la fixer à cette branche basse », murmura Elena, indiquant un petit chêne. Suffisamment haut pour que l'odeur se diffuse avec la brise matinale, mais pas trop visible pour ne pas créer une perturbation visuelle immédiate. Avec des gestes mesurés, elles installèrent la couverture, puis se retirèrent rapidement vers le poste d'observation. Sur les moniteurs, Aria ne semblait pas avoir détecté leur présence, occupée à nourrir ses petits. « Maintenant, nous attendons », dit Claire, ajustant les caméras pour avoir une vue optimale de la zone où la couverture avait été placée. L'attente fut plus courte qu'il ne l'avait anticipé. Moins d'une heure plus tard, alors que le soleil commençait à réchauffer la forêt, Aria émergea de la tanière, laissant ses chatons sous la garde attentive de Max, un comportement qui, en lui-même, démontrait une confiance extraordinaire envers le chiot. La lynx, ses mouvements fluides et précis, commença sa patrouille matinale habituelle autour de son territoire. Son parcours la conduisit inévitablement vers la zone où la couverture avait été placée. Les scientifiques retinrent leur souffle lorsqu'elle s'immobilisa soudainement, son museau frémissant alors qu'elle captait la nouvelle odeur. « Elle l'a détectée », chuchota Sophie, comme si Aria pouvait l'entendre à travers les moniteurs. Avec une prudence caractéristique des félins, Aria s'approcha de la source de l'odeur, ses oreilles pointées en avant et sa queue légèrement redressée, signe d'intérêt plutôt que d'alarme. Lorsqu'elle atteignit l'arbre, elle se dressa sur ses pattes arrière pour renifler la couverture, puis, dans un geste qui surprit tous les observateurs, elle frotta sa joue contre le tissu, y déposant ses propres phéromones. Elle marque la couverture comme faisant partie de son territoire, expliqua Elena, son excitation professionnelle évidente. C'est extrêmement positif. Elle n'y voit pas une menace, mais quelque chose à intégrer dans son espace. Après plusieurs minutes d'inspection, Aria fit quelque chose d'encore plus inattendu. Elle décrocha délicatement la couverture avec ses dents et commença à la transporter vers la tanière. « Oh mon Dieu !» souffla Léa. Elle l'emmène à Max. Dans la tanière, les caméras discrètement installées captèrent la suite de cette scène extraordinaire. Aria déposa la couverture près de Max, qui réagit immédiatement, reniflant frénétiquement ce morceau de tissu familier. Sa queue se mit à battre l'air, une manifestation canine de joie qui n'échappa pas à l'attention de la lynx. Le chiot s'allongea sur la couverture, s'imprégnant de l'odeur de sa maison et de sa maîtresse, tout en maintenant sa proximité protectrice avec les chatons. C'est comme si elle comprenait l'importance émotionnelle de cette couverture pour lui, murmura Claire, émue malgré son professionnalisme, comme si elle avait consciemment décidé de lui offrir ce réconfort. Elena hochait la tête, fascinée. Les capacités cognitives et empathiques des félins sont largement sous-estimées dans la littérature scientifique. Aria nous montre une complexité de compréhension sociale que peu auraient cru possible. Léa ne put retenir ses larmes. Il me reconnaît toujours. Il n'a pas oublié. Ce succès inattendu encouragea l'équipe à accélérer légèrement leur protocole d'approche.
Dès le lendemain, ils placèrent un autre objet imprégné de l'odeur de Léa, un gilet qu'elle avait porté pendant plusieurs jours, à 30 mètres de la tanière. La réaction d'Aria fut similaire. Après une inspection prudente, elle l'intégra à son territoire, cette fois en le laissant à l'entrée de la tanière. Le troisième jour, ils firent une tentative plus audacieuse. Léa elle-même, accompagnée d'Elena, s'approcha jusqu'à 40 mètres de la tanière, restant immobile pendant 15 minutes avant de se retirer. Aria, qui les avait certainement détectés, n'avait montré aucun signe d'agressivité, seulement une vigilance accrue et une curiosité prudente. « Je crois qu'elle est prête pour une rencontre plus directe », conclut Elena lors de la réunion du soir. Léa s'approchera demain à 20 mètres, puis, si tout se passe bien, à 10 mètres le jour suivant. Tandis que l'équipe affinait les détails de cette approche progressive, Mathieu prit Claire à part. « J'ai reçu un message du lieutenant Ricard. La situation au village devient compliquée. Des journalistes ont commencé à arriver et certains essaient même de trouver l'emplacement du campement. » Claire fronça les sourcils. « Nous devons renforcer la sécurité autour du périmètre. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'une invasion médiatique perturbant Aria et ses petits. Pierre a obtenu un arrêté préfectoral interdisant l'accès à cette zone de la forêt, la rassura Mathieu. Des gardes supplémentaires patrouilleront au point d'accès, mais il suggère que nous préparions un communiqué de presse officiel avec quelques images soigneusement sélectionnées, histoire de satisfaire la curiosité du public sans révéler trop de détails sensibles. « C'est raisonnable », acquiesça Claire. « Elena pourrait nous aider à rédiger quelque chose de scientifiquement rigoureux mais accessible au grand public. » Cette nuit-là, alors que le camp s'endormait progressivement, Léa resta éveillée, observant sur sa tablette le flux vidéo en direct de la tanière. Max, la couverture blottie contre lui, dormait paisiblement entouré de 3 minuscules boules de fourrure tachetées. Aria, allongée à l'entrée, maintenait sa vigilance protectrice. « Demain, » murmura Léa, touchant doucement l'écran. « Demain, je serai plus proche de toi. » Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir, c'est que cette nuit même, à plusieurs kilomètres de là, un groupe de 3 hommes équipés de caméras et de matériel d'enregistrement pénétrait illégalement dans la zone interdite, déterminé à être le premier à capturer des images exclusives de ce phénomène extraordinaire. Leur intrusion allait bientôt déclencher une série d'événements qui mettraient à l'épreuve le fragile équilibre établi entre le monde humain et cette remarquable famille interspécifique. L'aube n'avait pas encore percé la canopée lorsque les alarmes discrètes du périmètre de sécurité se déclenchèrent, réveillant Mathieu en sursaut. Il consulta rapidement l'application sur son téléphone qui lui indiquait l'emplacement exact de l'intrusion, sud-ouest, à environ 300 mètres de la tanière. Enfilant rapidement sa veste et saisissant sa lampe torche, il réveilla Antoine pour l'accompagner, laissant les autres membres de l'équipe en alerte au campement. 3 signatures thermiques, murmura Antoine en consultant le dispositif portatif de détection. Il se déplace lentement, probablement pour éviter de faire du bruit. Mathieu acquiesça, son visage durci par la détermination. En tant que garde forestier, il avait l'autorité légale pour intercepter les intrus dans cette zone désormais protégée par arrêté préfectoral. Les 2 hommes progressèrent rapidement, mais silencieusement, à travers la forêt encore plongée dans la pénombre, utilisant leur connaissance du terrain pour couper la route aux visiteurs indésirables. Pendant ce temps, au campement, Claire et Elena étaient déjà en train d'examiner les flux vidéo de surveillance. Sur l'écran, elles pouvaient voir qu'Aria était en état d'alerte, ses oreilles dressées captant des sons imperceptibles pour les humains. Elle a détecté quelque chose, constata Elena avec inquiétude. Regardez sa posture. C'est une posture défensive classique. Effectivement, la lynx s'était positionnée à l'entrée de la tanière, le corps tendu et prêt à bondir. À l'intérieur, Max s'était instinctivement rapproché des chatons, comme pour former une seconde ligne de protection.
Nous devrions peut-être reporter l'approche prévue aujourd'hui, suggéra Sophie, qui les avait rejointes. Si Aria est déjà stressée par cette intrusion, Léa, qui observait la scène avec une angoisse croissante, hocha silencieusement la tête. La déception se lisait sur son visage, mais elle comprenait la nécessité de cette précaution. À quelques centaines de mètres de là, Mathieu et Antoine avaient finalement repéré les intrus, 3 hommes lourdement chargés d'équipements photographiques professionnels, progressant maladroitement à travers les broussailles. Avec une synchronisation parfaite, ils les encerclèrent, allumant soudainement leurs puissantes lampes torches qui éblouirent les intrus. Parc national des Cévennes, police de l'environnement, annonça Mathieu d'une voix autoritaire. Vous êtes dans une zone interdite d'accès par arrêté préfectoral. Veuillez vous identifier immédiatement. Les 3 hommes, surpris et momentanément aveuglés, se figèrent. Le plus âgé d'entre eux, un individu trapu aux cheveux grisonnants, tenta de prendre un air assuré. Jacques Mercier, Agence mondiale de presse. Nous sommes journalistes, simplement à la recherche d'informations sur cette histoire extraordinaire de « Vous êtes en infraction », coupa sèchement Mathieu. Cette zone est temporairement fermée au public pour la protection d'espèces sensibles. Vous allez nous suivre immédiatement hors du périmètre, où vos identités seront relevées pour procès verbal. Le dénommé Mercier changea de tactique. Écoutez, soyons raisonnables. Le public a le droit de savoir. Cette histoire est exceptionnelle. Une lynx qui adopte un chiot. Nous pourrions travailler ensemble, vous savez. Des images exclusives, correctement contextualisées par vos soins. Antoine, qui inspectait discrètement leur équipement, interrompit la négociation. Mathieu, ils ont des microphones directionnels à longue portée et des caméras thermiques. Ils cherchaient clairement à espionner la tanière. Le visage de Mathieu se durcit davantage. Confiscation temporaire du matériel en vertu de l'article L415-3 du Code de l'environnement. Tentative de perturbation intentionnelle d'espèces protégées. Les protestations des journalistes furent vaines. Sous l'escorte ferme des 2 agents, ils furent conduits vers la sortie du parc, leur matériel soigneusement inventorié et placé sous scellé temporaire. Ce que personne n'avait anticipé, c'est que cette brève intrusion avait suffi à perturber profondément l'équilibre fragile de la tanière. Lorsque Mathieu revint au campement 2 heures plus tard, Claire l'accueillit avec une expression grave. « Aria a déplacé ses petits », annonça-t-elle sans préambule. Elle a senti la présence des intrus et a considéré que sa tanière n'était plus sûre. « Où sont-ils maintenant ?» demanda Mathieu alarmé. Claire le conduisit devant les écrans. Nos caméras les ont suivis. Elle les a transportés un par un vers une cavité rocheuse environ 200 mètres plus au nord, plus difficile d'accès. Et voici le plus extraordinaire. Sur l'écran, une séquence enregistrée montrait Aria portant délicatement l'un de ses chatons par la peau du cou. Mais ce qui était véritablement stupéfiant, c'était l'image de Max trottant à ses côtés, transportant lui aussi, avec une délicatesse inattendue pour un chiot, un autre des petits lynx. Elle lui a confié l'un de ses petits, murmura Mathieu stupéfait. Elle lui fait suffisamment confiance pour participer activement au déménagement de la famille, compléta Elena, qui analysait méticuleusement les séquences. C'est un niveau de coopération interspécifique sans précédent documenté. Max n'est pas simplement toléré, il est devenu un membre à part entière de cette unité familiale, avec des responsabilités spécifiques. Léa, qui observait la scène avec un mélange d'émerveillement et de tristesse, posa la question que tous avaient à l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie pour notre protocole d'approche? Claire et Elena échangèrent un regard. Nous devons repenser notre stratégie, admit Claire. Aria est maintenant plus méfiante et le nouvel emplacement est moins accessible pour nous. Mais peut-être pas entièrement inaccessible, nuança Elena après quelques instants de réflexion. Si nous procédons avec encore plus de précautions, en tenant compte de sa vigilance accrue...
La discussion fut interrompue par l'arrivée d'un véhicule officiel du parc national. Pierre Vaillant en descendit accompagné du lieutenant Ricard et d'une femme que personne ne reconnut immédiatement, jusqu'à ce que Léa laisse échapper un hoquet de surprise. « Madame la ministre !» s'exclama-t-elle. Effectivement, la femme élégante qui s'avançait vers eux n'était autre que la ministre de la Transition écologique en personne. L'affaire avait manifestement atteint les plus hautes sphères de l'État. Docteur Dumas, professeur Kovacs, salua la ministre avec une poignée de main ferme. Cette situation extraordinaire a capté l'attention nationale, voire internationale. Je suis venu personnellement m'assurer que vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour gérer cet événement exceptionnel, tant sur le plan scientifique que médiatique. La présence de cette haute responsable transforma instantanément la dynamique du campement. Après un briefing détaillé sur la situation, y compris l'incident récent avec les journalistes et le déplacement de la famille, la ministre prit une série de décisions. Le périmètre de sécurité sera élargi et renforcé par des agents supplémentaires. Un communiqué de presse officiel sera préparé sous votre supervision, Dr Dumas, avec des images soigneusement sélectionnées. Nous organiserons une conférence de presse contrôlée à Saint-Marcel demain, où vous pourrez présenter vos observations préliminaires tout en protégeant l'intimité de ces animaux. Claire acquiesça, reconnaissante pour ce soutien officiel. Et concernant notre protocole d'approche pour Madame Moreau, la ministre se tourna vers Léa avec compassion. « Je comprends votre attachement à votre animal, madame, mais nous devons équilibrer votre désir légitime de retrouver votre chiot avec l'opportunité scientifique et écologique extraordinaire que représente cette situation. Je ne veux pas perturber ce qui se passe, » assura Léa. « Je veux juste pouvoir m'approcher un peu de Max, qu'il sache que je ne l'ai pas abandonné. » Elena intervint avec une suggestion. « Nous pourrions utiliser le déplacement de la tanière comme une opportunité. Aria est occupée à s'installer dans son nouvel abri. Si nous positionnons Léa sur le chemin qu'elle utilise pour ses patrouilles, mais suffisamment loin pour ne pas représenter une menace, nous pourrions créer une situation de rencontre contrôlée. » L'idée fut discutée en détail, analysée sous tous les angles par les scientifiques et les officiels. Finalement, un nouveau plan fut élaboré. Léa serait positionnée à 50 mètres du nouvel abri, immobile et silencieuse, pendant de courtes périodes quotidiennes. Si Aria s'habituait à sa présence, la distance serait progressivement réduite. Alors que le jour déclinait, transformant la forêt en un labyrinthe d'ombres et de lumière dorée, Léa se retrouva seule avec Pierre Vaillant près du véhicule officiel. « Vous savez, » dit doucement le directeur du parc, « j'ai travaillé toute ma vie avec la faune sauvage. J'ai vu des comportements extraordinaires, des adaptations surprenantes, mais jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé assister à quelque chose comme ça. » Léa hocha la tête, son regard perdu dans la direction du nouvel abri, invisible depuis leur position. « Pensez-vous que je reverrai un jour Max? Je veux dire, comme mon chiot, pas comme membre d'une famille de lynx ?» Pierre posa une main compatissante sur son épaule. « L'honnêteté m'oblige à vous dire que je n'en sais rien. Cette situation défie toutes nos connaissances, toutes nos prédictions. Mais ce que je sais, c'est que votre Max est au centre d'un événement qui pourrait changer notre compréhension des relations entre espèces. C'est presque un honneur, d'une certaine façon. » Léa essuya une larme silencieuse. « Un honneur coûteux, » murmura-t-elle avant de se ressaisir. « Mais vous avez raison, et demain, peut-être, je serai un peu plus proche de lui. » Ce qu'elle ignorait, c'est que la nuit même, les premières images volées par les journalistes avant leur interception commençaient à circuler sur Internet, déclenchant une vague d'intérêt mondial qui allait bientôt submerger leur petit coin de forêt cévenole. Au petit matin, Claire fut réveillée par le bruit incessant des notifications sur son téléphone. Encore ensommeillée,
elle découvrit des dizaines de messages de collègues scientifiques du monde entier, tous faisant référence aux mêmes images, des clichés flous mais identifiables d'Aria et de Max, visiblement pris par les journalistes avant leur interception. « C'est un désastre », marmonna-t-elle en se précipitant hors de sa tente. Elle n'était pas la seule réveillée. Déjà, Pierre Vaillant était au téléphone, sa voix tendue alors qu'il tentait de gérer cette crise médiatique inattendue. Elena étudiait les images en ligne sur son ordinateur portable, son front plissé par l'inquiétude. Ces photos ont été prises avant que nous n'interceptassions les journalistes, confirma Mathieu qui venait de revenir d'une inspection matinale du périmètre. Elles sont de mauvaise qualité, mais suffisamment claires pour confirmer l'histoire. La ministre, qui avait passé la nuit dans le village voisin, arriva rapidement au campement accompagnée de son équipe de communication en état d'alerte maximale. « Nous devons prendre les devants », déclara-t-elle fermement. « La conférence de presse prévue pour demain doit être avancée à cet après-midi. Docteur Dumas, professeur Kovacs, êtes-vous prête à présenter vos observations préliminaires ?» Claire et Elena échangèrent un regard, évaluant rapidement ce qu'elles pouvaient partager sans compromettre l'intégrité scientifique de leurs observations, ni mettre en danger la sécurité d'Aria et sa famille. « Nous pouvons présenter le contexte et certaines observations comportementales générales, » répondit prudemment Claire, « mais il serait prématuré de tirer des conclusions définitives sur les mécanismes sous-jacents. » Pendant que l'équipe se préparait frénétiquement pour cette conférence avancée, Léa restait à l'écart, observant les flux vidéo du nouvel abri avec une attention soutenue. Les images montraient Aria, apparemment inconsciente du tumulte médiatique qu'elle avait déclenché, en train de nourrir ses chatons. Max était allongé à proximité, occasionnellement s'approchant pour renifler ou lécher délicatement les petits félins sous l'œil vigilant mais tolérant de leur mère. Les chatons ont déjà les yeux ouverts, nota Sophie qui s'était assise à côté de Léa. C'est normal pour des lynx de cet âge, mais leur développement semble légèrement accéléré. En effet, les minuscules créatures commençaient à explorer leur environnement immédiat, leurs mouvements encore maladroits mais déterminés. Ce qui fascinait particulièrement les observateurs, c'était la façon dont ils interagissaient avec Max. Loin de le craindre, ils semblaient activement rechercher sa présence, se blottissant contre lui ou tentant maladroitement de grimper sur son dos. Ils l'identifient comme un membre de leur famille, expliqua Sophie. Pour eux, Max est simplement un grand frère un peu différent. Ils n'ont aucune notion préconçue des barrières entre espèces. Cette observation, si simple et pourtant si profonde, résonna chez Léa. « Peut-être devrions-nous tous être un peu plus comme ces chatons », murmura-t-elle. Malgré le chaos organisationnel déclenché par la fuite des images, le protocole d'approche prévu pour Léa fut maintenu. À midi, accompagnée d'Elena et de Mathieu, elle se positionnait à l'endroit désigné, à 50 mètres de l'abri rocheux, où Aria avait établi son nouveau foyer. « Restez parfaitement immobile », lui rappela Elena à voix basse. « Respiration calme, pas de mouvement brusque. Nous resterons en retrait, mais suffisamment proches pour intervenir si nécessaire. » Le cœur battant, Léa s'installa sur le petit tabouret pliable qu'ils avaient apporté. Elle portait délibérément les mêmes vêtements depuis plusieurs jours pour que son odeur soit forte et constante. Dans sa poche, elle avait glissé un petit jouet couineur que Max adorait, non pas pour l'utiliser maintenant, mais comme un talisman, un lien symbolique avec son compagnon à quatre pattes. Les minutes s'écoulèrent, interminables. Le soleil filtrait à travers les branches, créant des motifs dansants sur le sol forestier. Un écureuil curieux s'approcha, l'examina avec intérêt, puis repartit en bondissant. Et puis, finalement, un mouvement attira son attention. Aria émergeait de l'abri rocheux, sa démarche souple et silencieuse. Elle s'arrêta immédiatement, détectant la présence humaine. Ses oreilles se dressèrent,
Son corps se tendit légèrement, mais, et c'était crucial, elle n'adopta pas de posture agressive. Elle semblait curieuse. Léa, suivant scrupuleusement les instructions, resta parfaitement immobile, son regard délibérément détourné pour éviter tout contact visuel direct qui pourrait être interprété comme une menace. Du coin de l'œil, elle vit la lynx s'avancer prudemment, s'arrêtant fréquemment pour évaluer la situation. À environ 30 mètres, Aria s'immobilisa, son museau frémissant alors qu'elle analysait les odeurs portées par la brise légère. Pendant plusieurs minutes, un étrange dialogue silencieux s'établit entre la femme et le félin sauvage, l'une immobile par discipline, l'autre par instinct, toutes deux liées par leur connexion à un jeune golden retriever. Puis aussi soudainement qu'elle était apparue, Aria se détourna et retourna vers l'abri. Léa exhala lentement, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. « C'était parfait », chuchota Elena en s'approchant. « Elle vous a identifié, évalué, et n'a pas considéré votre présence comme une menace. C'est exactement ce que nous espérions pour cette première approche. » Elle est allée chercher Max, ajouta Mathieu, qui observait l'abri à travers ses jumelles. Effectivement, quelques instants plus tard, Aria réapparut, suivie de près par Max. Le cœur de Léa bondit dans sa poitrine à la vue de son chiot, visiblement en bonne santé, son pelage doré brillant au soleil. Les deux animaux s'arrêtèrent à la même distance qu'auparavant, observant la femme immobile. Ce qui se passa ensuite restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les témoins. Max, après un bref échange de regards avec Aria, comme s'il demandait permission, fit quelques pas hésitants en direction de Léa. Puis, soudain, sa queue commença à battre l'air frénétiquement. Il l'avait reconnue. « Oh mon Dieu !» murmura Léa, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Max avança encore de quelques pas, puis s'arrêta, visiblement tiraillé entre deux loyautés. Aria, dans un comportement qui défierait encore une fois toutes les attentes, s'avança à ses côtés, comme pour l'escorter. Elle s'arrêta à une distance prudente, mais permit à Max de s'approcher davantage. Le chiot s'avança jusqu'à une dizaine de mètres de Léa, son corps tout entier frémissant d'excitation contenue. C'était la limite invisible qu'Aria semblait avoir établie, car lorsqu'il tenta de faire un pas de plus, elle émit un doux roucoulement qui le fit s'immobiliser. « Il vous reconnaît parfaitement », confirma Elena, émue malgré son professionnalisme. Et Aria comprend ce lien. Elle ne s'y oppose pas, elle le supervise. Cette première rencontre, bien que brève et à distance, fut un succès retentissant. Après quelques minutes, Aria signala qu'il était temps de partir, et Max, après un dernier regard vers sa maîtresse, suivit docilement la lynx vers l'abri. « C'est plus que nous n'aurions pu espérer », déclara Elena alors qu'ils retournaient au campement. « Cette reconnaissance mutuelle, cette acceptation de votre présence par Aria, c'est extraordinaire. » Léa, encore bouleversée par cette rencontre, acquiesça silencieusement. Pour la première fois depuis que Max avait disparu, elle sentait un véritable espoir, non pas nécessairement de le récupérer immédiatement, mais au moins de maintenir un lien avec lui pendant cette étrange parenthèse dans sa vie canine. L'après-midi fut consacré à la conférence de presse improvisée, organisée dans la salle polyvalente de Saint-Marcel-des-Cévennes. Une foule de journalistes nationaux et internationaux s'y pressait, ainsi que de nombreux villageois curieux. Sur l'estrade, Claire et Elena, flanquées de la ministre et de Pierre Vaillant, présentèrent avec précaution les faits scientifiques établis jusqu'à présent. « Ce que nous observons, expliqua Claire, est un phénomène d'adoption interspécifique sans précédent, documenté entre un prédateur et ce qui serait normalement considéré comme une proie potentielle. Les hypothèses actuelles impliquent une combinaison de facteurs, l'histoire unique de la lynx, élevée partiellement en captivité avec une exposition précoce à des chiots, les changements hormonaux liés à sa gestation
et potentiellement des caractéristiques individuelles particulières, tant chez la lynx que chez le chiot. Elena compléta cette présentation avec des observations comportementales détaillées, soulignant la complexité cognitive démontrée par Aria. Ce que cette situation nous révèle, c'est que les capacités d'adaptation et de flexibilité comportementale des félins sauvages ont peut-être été sous-estimées dans la littérature scientifique. Aria démontre une compréhension sociale sophistiquée qui transcende les barrières d'espèces. Les questions fusèrent de toutes parts. Le chiot est-il en danger? Comment expliquez-vous qu'elle le nourrisse plutôt que de le considérer comme une proie? Va-t-on le rendre à sa propriétaire? Les chatons pourraient-ils développer une préférence pour les humains à cause de cette expérience? Claire et Elena répondirent avec prudence, soulignant constamment la nature préliminaire de leurs observations et la priorité absolue donnée au bien-être des animaux concernés. Léa, assise au premier rang mais délibérément maintenue hors des projecteurs, écoutait ces échanges avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Son Max, son simple petit chiot, était devenu le centre d'une découverte scientifique potentiellement révolutionnaire. Et quelque part, au fond d'elle, elle commençait à comprendre que rien ne serait plus jamais comme avant. Dans les jours qui suivirent la conférence de presse, le petit village de Saint-Marcel-des-Cévennes fut transformé en un centre médiatique improvisé. Des vannes de télévision stationnaient sur la place principale. Des journalistes du monde entier se disputaient les chambres limitées du modeste hôtel local, et le café de la place ne désemplissait pas, servant café sur café à des reporters avides d'informations. Le maire, dépassé mais ravi de cette attention soudaine, avait même ouvert la salle des fêtes comme centre de presse temporaire. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, l'équipe scientifique poursuivait son travail avec une détermination renouvelée, protégée des intrusions par un cordon de sécurité considérablement renforcé. Le protocole d'approche de Léa progressait méthodiquement, chaque jour réduisant légèrement la distance qui la séparait de Max. Aria, dans une démonstration stupéfiante d'adaptabilité, semblait comprendre et accepter cette évolution, supervisant attentivement chaque rencontre. Le 7e jour, un pas décisif fut franchi. Sous la surveillance vigilante d'Elena et de Claire, Léa fut autorisée à s'asseoir à seulement 5 mètres de la zone où Aria permettait à Max de venir à sa rencontre. Cette fois, le chiot, visiblement ému, poussa de petits gémissements d'excitation, sa queue battant l'air frénétiquement. « Maintenant, » murmura Elena, « sortez très lentement le jouet que vous avez apporté. » Avec des gestes délibérément ralentis, Léa extirpa de sa poche le petit canard en caoutchouc jaune que Max adorait. Le couinement qu'il émit lorsqu'elle le pressa doucement résonna dans la clairière. La réaction de Max fut instantanée. Un aboiement joyeux qu'il réprima immédiatement, comme conscient de l'environnement particulier dans lequel il évoluait désormais. Aria, assise à quelques mètres derrière lui, observait attentivement cette interaction, ses oreilles dressées et pivotant pour capter chaque son. Puis, dans un geste qui laissa les scientifiques sans voix, elle donna un léger coup de museau à Max, comme pour l'encourager à s'avancer davantage. Elle l'autorise à aller plus loin, souffla Claire, stupéfaite. Elle comprend l'importance de ce moment. Max, encouragé par ce signal, fit quelques pas de plus, réduisant la distance avec Léa jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour renifler sa main tendue. Le contact, après tant de jours de séparation, fut électrisant. Léa tremblait d'émotion, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, tandis que Max léchait frénétiquement ses doigts, reconnaissant son odeur familière. « Doucement, mon beau, doucement », chuchotait-elle, résistant à l'envie presque irrésistible de l'enlacer. Cette rencontre rapprochée dura environ 10 minutes, jusqu'à ce qu'Aria émette un son doux mais ferme, signalant qu'il était temps de rentrer. Max, après un dernier coup de langue affectueux sur la main de Léa, obéit immédiatement, retournant aux côtés de la lynx qui l'accueillit avec un léger frottement de tête,
un geste d'approbation dans le langage corporel félin. « C'est extraordinaire », commenta Elena tandis qu'il regagnait le campement. « Arya ne se contente pas de tolérer votre présence. Elle facilite activement votre interaction avec Max, tout en maintenant certaines limites. C'est un niveau de sophistication sociale que nous n'avions jamais documenté chez un félin sauvage. » Léa, encore bouleversée par ce contact retrouvé, essuyait ses larmes. « Croyez-vous qu'un jour, je pourrais le ramener à la maison ?» Claire et Elena échangèrent un regard lourd de signification. C'était la question que tous évitaient soigneusement depuis des jours, la complexité éthique et émotionnelle qu'elle soulevait dépassant largement le cadre habituel de la science ou des droits de propriété. « Léa, » répondit finalement Claire avec douceur, « ce que nous observons ici est une situation sans précédent. Max est devenu une figure fraternelle pour ses chatons. Il joue un rôle crucial dans leur développement, leur socialisation. Il fait partie intégrante de cette famille. » Ce que Claire essaie de dire, intervint Elena avec tact, c'est que nous sommes face à un dilemme éthique profond. D'un côté, Max est légalement votre chien, et il vous reconnaît clairement comme sa maîtresse. De l'autre, il s'est intégré dans une unité familiale où il remplit une fonction essentielle. Léa hocha lentement la tête, une résignation mélancolique commençant à s'installer en elle. « Je comprends, vraiment, c'est juste que il me manque tellement. » Pendant ce temps, au nouvel abri, une évolution fascinante se produisait. Les chatons d'Arya, maintenant âgés d'une dizaine de jours, devenaient de plus en plus actifs, leurs petits corps tachetés s'aventurant toujours plus loin sous la surveillance attentive de leur mère et de leur grand frère canin. Les caméras discrètement installées capturaient des scènes d'une tendresse inattendue. Max initiant des jeux adaptés à leur taille, leur enseignant involontairement des comportements typiquement canins, comme rapporter de petits objets ou creuser dans le sol. Nous assistons à un véritable transfert culturel interspécifique, expliquait Antoine lors de la réunion scientifique du soir en analysant les séquences vidéo. Ces chatons apprennent simultanément des comportements félins de leur mère et des comportements canins de Max. C'est sans précédent dans la littérature scientifique. Sophie, qui cataloguait méticuleusement chaque comportement observé, ajouta « Et ce qui est fascinant, c'est qu'Arya ne décourage pas cette influence canine. Elle semble même parfois encourager certaines interactions comme si elle valorisait cette diversité comportementale. » La nouvelle de cette évolution extraordinaire s'ajouta au dossier scientifique qui prenait forme, attirant l'attention de chercheurs en éthologie du monde entier. Des demandes de collaboration affluaient quotidiennement, certains éminents spécialistes proposant même de rejoindre l'équipe sur le terrain. Mais cette notoriété croissante apportait aussi son lot de complications. Un matin, Pierre Vaillant convoqua une réunion d'urgence, son visage inhabituellement grave. « Nous avons un problème », annonça-t-il sans préambule. Un consortium de zoos privés américains a contacté le ministère. Ils offrent une somme considérable pour acquérir, je cite, « cette famille interspécifique unique pour l'exposer dans leurs installations ». Un silence consterné accueillit cette révélation. Claire fut la première à réagir, sa voix trahissant son indignation. « C'est absolument hors de question. Arya est une espèce protégée, partie d'un programme européen de réintroduction. Quant à Max, il appartient légalement à Léa. » « Bien sûr, » acquiesça Pierre. La ministre a immédiatement rejeté cette proposition indécente. Mais cela soulève une question que nous ne pouvons plus ignorer. Quel est l'avenir à long terme de cette situation exceptionnelle? C'était effectivement la question que tous commençaient à se poser. Les observations quotidiennes fournissaient des données scientifiques précieuses, mais quelle serait la conclusion de cette étude? Qu'adviendrait-il d'Arya, de Max et des chatons une fois que les projecteurs médiatiques se seraient détournés? Elena, qui avait écouté silencieusement jusque-là, prit la parole. « Nous devons considérer les besoins développementaux des chatons. Dans quelques semaines,
Ils commenceront à nécessiter des leçons de chasse. Arya devra leur enseigner les techniques de prédation spécifiques aux lynx. La présence de Max pourrait compliquer ce processus crucial. Sans compter que Max lui-même n'est pas un animal sauvage, ajouta Claire. Il n'est pas équipé pour une vie permanente en forêt, particulièrement lorsque l'hiver viendra. Ces considérations pratiques ramenaient inévitablement la conversation vers Léa et son rôle dans cette situation complexe. La jeune femme, qui avait suivi la discussion avec une attention solennelle, surprit tout le monde par sa proposition. Et si nous créions une sorte de situation intermédiaire, une zone tampon entre la forêt et la civilisation, où cette famille pourrait rester ensemble, tout en permettant à Max de maintenir un contact avec moi? L'idée, bien qu'encore vague, déclencha immédiatement un nouvel élan de réflexion collective. Pierre évoqua la possibilité d'utiliser une zone périphérique du parc, adjacente à une propriété que le ministère pourrait acquérir spécifiquement pour ce projet. Elena suggéra un programme de recherche à long terme qui justifierait les ressources nécessaires. Claire commença à esquisser des protocoles qui permettraient d'étudier cette transition sans perturber la dynamique familiale établie. Alors que ces discussions se poursuivaient avec une énergie renouvelée, Léa s'éclipsa discrètement pour rejoindre son poste d'observation habituel. Sur l'écran de la tablette, elle pouvait voir Max et les chatons endormis en un tas indistinct de fourrure, Arya montant la garde à proximité. Cette image de sérénité interspécifique contrastait vivement avec l'agitation humaine que leur simple existence avait déclenchée. « Qu'est-ce qui est le mieux pour toi, Max ?» murmura-t-elle, touchant doucement l'écran. « Qu'est-ce qui est le mieux pour vous tous ?» La question, prononcée dans le silence de la forêt, resta sans réponse immédiate. Mais quelque part, au fond d'elle, Léa commençait à comprendre que l'amour véritable consistait parfois à accepter que le bonheur de ceux qu'on chérit puisse prendre des formes inattendues, même si cela signifiait redéfinir sa propre conception du bonheur. 3 semaines s'écoulèrent, marquées par une activité frénétique tant au niveau scientifique que logistique. La proposition de Léa avait déclenché une vague d'enthousiasme qui avait rapidement dépassé les frontières du petit groupe initial. La ministre, séduite par la dimension innovante du projet, avait débloqué des fonds d'urgence. Une propriété adjacente au parc national, une ancienne ferme Sévenol avec ses 8 hectares de terrain semi-boisé, avait été acquise par l'État et placée sous la juridiction conjointe du parc et du Centre national de la recherche scientifique. Le projet Harmonie, comme il avait été officiellement baptisé, prenait forme à une vitesse remarquable. Une équipe d'architectes spécialisés dans les habitats animaliers travaillait jour et nuit pour transformer la propriété en un environnement adapté tant aux besoins d'une famille de lynx qu'à ceux d'un chien domestique. Des clôtures spéciales, invisibles depuis l'intérieur mais infranchissables, délimitaient un vaste périmètre englobant une partie de la forêt existante et les bâtiments rénovés de la ferme. L'idée est de créer un gradient progressif entre l'environnement forestier naturel et l'environnement domestique, expliquait Claire lors d'une présentation aux différentes parties prenantes. Arya et ses chatons pourront évoluer librement dans la partie forestière, tandis que Max pourra circuler entre ces deux mondes, servant de liaison entre la famille de lynx et Léa. Les plans incluaient des caméras discrètes pour la poursuite des observations scientifiques, plusieurs zones d'alimentation stratégiquement positionnées et même un petit bâtiment de recherche où les scientifiques pourraient travailler sans perturber les animaux. Léa, quant à elle, emménagerait dans l'ancienne ferme rénovée, devenant ainsi la gardienne officielle de ce sanctuaire expérimental. Pendant que ces préparatifs battaient à leur plein, la relation entre Max et la famille de lynx continuait d'évoluer de façon fascinante. Les chatons, maintenant âgés d'1 mois, étaient devenus de petites boules d'énergie qui s'aventuraient toujours plus loin sous la surveillance vigilante de leur mère et de leurs frères canins. Les scientifiques avaient commencé à les identifier individuellement. Luna,
la femelle la plus aventureuse, au pelage particulièrement contrasté. Orion, le mâle robuste qui imitait souvent les comportements de Max, et Nova, la plus petite de la portée, qui restait plus proche d'Arya, mais observait tout avec une intelligence perceptible. Regardez comment Luna essaye de rapporter ce bâton, exactement comme Max le fait, montrait Sophie lors d'une session d'analyse vidéo. C'est un comportement typiquement canin qu'elle a totalement intégré. Et voici Orion qui tente d'aboyer, sans succès évidemment, mais l'intention mimétique est claire. Ces observations étaient méticuleusement documentées dans une série d'articles scientifiques préliminaires qui faisaient déjà sensation dans la communauté éthologique internationale. Des équipes de recherche de plusieurs universités prestigieuses avaient demandé à collaborer au projet à long terme, apportant expertise et ressources supplémentaires. La phase la plus délicate restait cependant à venir. Comment amener Arya et sa famille à accepter ce nouvel environnement semi-contrôlé? La réponse vint d'Elena, qui suggéra une approche progressive inspirée de techniques de réintroduction utilisées pour d'autres grands félins. Nous allons d'abord les habituer à l'odeur et au son de cet espace, expliqua-t-elle. Des objets imprégnés de ces nouvelles senteurs seront introduits progressivement dans leur environnement actuel. Puis nous créerons une première zone de nourrissage à mi-chemin pour les attirer graduellement vers la propriété. Cette stratégie fut mise en œuvre avec une patience méthodique. Des vêtements portés par Léa, des objets provenant de la ferme et même des enregistrements sonores de l'environnement cible furent introduits autour de l'abri rocheux. Max, déjà habitué à la présence de Léa lors de leurs rencontres quotidiennes, servait inconsciemment d'ambassadeur, sa réaction positive aux odeurs familières, encourageant Arya à les accepter également. Après 10 jours de cette acclimatation olfactive, une première station de nourrissage fut installée à 300 mètres de l'abri, dans la direction de la propriété. Arya, méfiante au début, finit par s'y aventurer, attirée par les morceaux de viande fraîche soigneusement sélectionnés. Elle y emmena progressivement ses chatons, toujours escortés par Max qui semblait comprendre intuitivement son rôle dans cette transition. Chaque jour, la station était déplacée de quelques dizaines de mètres, créant un corridor invisible qui guidait doucement la famille vers leur futur foyer. L'équipe scientifique surveillait attentivement chaque réaction, prête à ralentir ou adapter le processus au moindre signe de stress. Ce fut au 20e jour de cette migration progressive que survint l'incident qui faillit tout compromettre. Alors que la famille approchait de la lisière de la forêt bordant la propriété, un drone non autorisé, probablement piloté par un journaliste ou un curieux, survola soudainement la zone à basse altitude. Le bruit strident terrifia les chatons qui se dispersèrent dans les sous-bois, tandis qu'Arya adoptait immédiatement une posture défensive, feulant furieusement vers la menace aérienne. Max, dans une démonstration stupéfiante d'intelligence adaptative, réagit instantanément. Il aboya bruyamment vers le drone, tout en se positionnant entre la menace et les chatons, puis, voyant Arya se lancer à la poursuite des petits pour les rassembler, il courut directement vers Léa et l'équipe scientifique qui observait à distance, comme pour les alerter du danger. « Il vient chercher de l'aide », réalisa Claire, stupéfaite. « Il comprend que nous pouvons intervenir. » Mathieu réagit immédiatement, contactant les gardes qui patrouillaient le périmètre pour intercepter l'opérateur du drone. Pendant ce temps, Elena et Léa suivirent prudemment Max, qui les guidait vers l'endroit où les chatons s'étaient dispersés. Ce qui suivit restera dans les annales de cette extraordinaire aventure. Arya, confrontée à une situation de crise, accepta la présence rapprochée de Léa et Elena qui l'aidèrent à localiser Nova, la plus petite, qui s'était réfugiée dans un fourré dense. La lynx, dans un moment de confiance qui transcendait tous les instincts sauvages, permit à Léa de s'approcher suffisamment pour doucement écarter les branches et révéler la cachette de la petite. « C'est un moment décisif »,
commenta Elena plus tard. Arya a clairement identifié Léa comme une alliée dans la protection de sa famille, pas comme une menace. C'est une réévaluation cognitive majeure pour un félin sauvage. Paradoxalement, cet incident malheureux accéléra la transition vers la propriété. Dès le lendemain, Arya, peut-être motivée par la recherche d'un environnement plus sécurisé après cette frayeur, guida sa famille jusqu'à la zone périphérique de la propriété, explorant prudemment ce nouvel espace sous le regard attentif des caméras discrètement installées. Le premier jour, ils ne restèrent que quelques heures avant de retourner à leur abri forestier. Le deuxième jour, leur exploration s'étendit plus profondément dans la propriété. Le troisième jour, Arya accepta de se nourrir dans l'une des stations d'alimentation permanente. Et le quatrième jour survint un moment que Léa n'oublierait jamais. Assise sur le porche de la ferme rénovée à une distance respectueuse, elle vit Max émerger de la lisière des arbres, seul. Le chiot hésita un instant, puis, comme ayant pris une décision, trottina directement vers elle, sa queue battant joyeusement l'air. Pour la première fois depuis cette extraordinaire aventure, Léa put serrer son chien dans ses bras, enfouissant son visage dans sa fourrure dorée, des larmes de joie coulant librement sur ses joues. Max resta avec elle environ 1 heure, retrouvant avec enthousiasme ses jouets favoris et explorant ce qui serait désormais l'une de ses 2 maisons, avant de soudainement dresser les oreilles et de repartir vers la forêt, rappelé par une famille qui l'attendait. « Il a choisi », dit simplement Claire qui avait observé la scène à distance. « Il a choisi de ne pas choisir, d'appartenir aux 2 mondes. » Cette phrase résonna profondément en Léa. Max avait effectivement trouvé une voie que personne n'aurait cru possible, maintenir simultanément son lien avec sa maîtresse humaine et son rôle crucial au sein de sa famille adoptive de lynx. C'était une solution qui transcendait les catégories traditionnelles, une harmonie inattendue entre des mondes habituellement séparés. Alors que le soleil se couchait sur cette journée historique, baignant la propriété dans une lumière dorée, Léa s'installa sur le porche avec une tasse de thé fumant. De sa position, elle pouvait apercevoir, à la lisière des arbres, la silhouette élégante d'Arya, qui observait calmement la ferme, acceptant cette nouvelle configuration de leur destin partagé. 2 mondes, séparés par des millénaires d'évolution et de relations prédateur-proie, commençaient à s'entrelacer d'une façon que personne n'aurait pu imaginer quelques semaines plus tôt. Et au centre de ce miracle improbable, un simple Golden Retriever qui, par sa présence aimante et son adaptabilité, avait créé un pont entre sauvage et domestique, entre forêt et foyer. Le projet Harmonie n'était plus seulement un nom administratif sur des documents officiels, il était devenu une réalité vivante, respirante, évoluant jour après jour, sous les yeux émerveillés des scientifiques et d'une jeune femme dont la définition de famille s'était élargie bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. 1 an s'était écoulé depuis la création du projet Harmonie. L'automne paraît à nouveau laisser veines de teintes flamboyantes, et sur la terrasse de l'ancienne ferme rénovée, Léa observait un spectacle qui continuait de défier toutes les attentes scientifiques et naturelles. Dans la clairière qui s'étendait devant la maison, Max jouait avec Luna, Orion et Nova, désormais de jeunes lynx adolescents, au corps élancé et aux pattes puissantes. Leur jeu était un fascinant mélange de comportements canins et félins. Nova rapportait un bâton lancé par Max, tandis qu'Orion pratiquait l'approche furtive caractéristique des chasseurs félins, tentant de surprendre son frère canin qui feignait parfois de ne pas le remarquer. Ils ont créé leur propre langage, commentait Claire, qui venait régulièrement documenter l'évolution de cette famille extraordinaire. Un système de communication hybride qui n'existe nulle part ailleurs dans la nature. Le projet Harmonie avait dépassé toutes les espérances initiales. Ce qui avait commencé comme une solution temporaire était devenu un modèle d'étude longitudinale sur l'adaptabilité comportementale
et la plasticité cognitive des espèces. 3 articles majeurs publiés dans des revues scientifiques prestigieuses avaient révolutionné certains aspects de l'éthologie et un documentaire réalisé avec la plus grande discrétion avait remporté un prix au Festival de Cannes. Aria, majestueuse et toujours aussi vigilante, se tenait à la lisière de la forêt. À presque 5 ans, elle était dans la pleine force de l'âge, son pelage tacheté, luisant de santé, sous les rayons du soleil automnal. Sa relation avec Léa avait évolué vers un respect mutuel prudent. Elle n'était ou pas amie. Aria restait fondamentalement un animal sauvage, mais une forme de compréhension tacite s'était établie entre elles, un pacte silencieux centré autour de leur affection partagée pour Max et les jeunes lynx. Elle s'apprête à les emmener chasser, observa Elena, qui dirigeait maintenant officiellement le programme de recherche. Regardez sa posture, la façon dont elle les appelle. En effet, Aria émit ce roucoulement caractéristique qui servait de signal de rassemblement. Luna et Orion répondirent immédiatement, s'élançant vers leur mère avec l'exubérance de leur jeunesse. Nova, comme souvent, hésita, échangeant un regard avec Max qui sembla l'encourager d'un léger mouvement de tête. C'était l'un de ces moments de communication subtile qui fascinaient toujours les chercheurs. Nova reste la plus proche de Max, nota Léa. Parfois, je me demande si elle ne se considère pas autant chien que lynx. Elena sourit. Les identités ne sont peut-être pas aussi rigides que nous le pensions. Ces jeunes lynx ont grandi avec un modèle comportemental mixte. Ils navigueront toute leur vie entre différentes façons d'être, ni entièrement sauvages selon nos définitions traditionnelles, ni domestiques, mais quelque chose de nouveau, d'intermédiaire. Cette zone intermédiaire, ce territoire entre deux mondes, était précisément ce qui rendait le projet Harmonie si révolutionnaire. Au fil des mois, une routine s'était établie. Aria et ses jeunes passaient leur journée dans la partie forestière de la propriété, chassant. Les chatons avaient maîtrisé cette compétence essentielle, malgré leur éducation atypique, explorant et vivant comme des lynx sauvages. Max partageait ce temps entre eux et Léa, servant de messager involontaire entre les deux mondes. Les soirées suivaient généralement le même rituel. La famille de lynx s'approchait de la ferme, s'installant à distance respectable tandis que Max rejoignait Léa pour quelques heures de compagnie domestique. Parfois, quand la confiance était particulièrement forte, les jeunes lynx s'aventuraient jusqu'au porche, acceptant même occasionnellement des friandises de la main de Léa, un comportement qu'Aria observait avec vigilance, mais sans interférence. Le plus remarquable, commentait souvent Pierre Vaillant lors de ses visites régulières, c'est que nous n'avons pas créé une situation artificielle. Nous avons simplement fourni un espace où une évolution naturelle pouvait se produire avec un minimum d'intervention humaine. Cette philosophie de non-intervention guidée avait été la clé du succès. Les scientifiques se contentaient d'observer, d'étudier, d'apprendre, intervenant uniquement pour des questions de santé ou de sécurité. Cette approche avait permis l'émergence d'une dynamique familiale unique qui continuait de surprendre même les experts les plus chevronnés. L'un des aspects les plus fascinants était l'évolution du comportement territorial. Contrairement aux lynx sauvages traditionnels, Aria avait accepté de partager son territoire avec une présence humaine limitée. Des analyses génétiques effectuées discrètement lors des rares examens vétérinaires avaient de confirmer qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie génétique, mais bien d'une adaptation comportementale, preuve vivante de la flexibilité cognitive des félins sauvages lorsque les circonstances s'y prêtaient. Nous sommes en train de réécrire certains chapitres de l'éthologie, expliquait Claire à un groupe restreint de chercheurs invités. L'idée que les comportements sont rigidement déterminés par l'espèce est remise en question. Dans un environnement adéquat, avec les stimuli appropriés, les frontières que nous pensions immuables deviennent étonnamment perméables. Pour Léa, cette année avait été transformative à un niveau plus personnel.
Ce qui avait commencé comme une tragédie, la perte de son chiot bien-aimé, s'était métamorphosé en une expérience qui avait élargi sa conception même de la relation entre humains et animaux. Max n'est plus seulement mon chien, confiait-elle à Helena lors d'une de leurs nombreuses conversations au crépuscule. Il est devenu quelque chose de plus grand que cela, un pont entre des mondes qui semblaient incompatibles, et quelque part en cours de route, j'ai réalisé que c'était un privilège extraordinaire de faire partie de cette histoire, même si ce n'était pas de la façon que j'avais initialement imaginé. Helena hocha la tête, comprenant parfaitement cette évolution. L'amour véritable consiste parfois à reconnaître qu'un être peut avoir une destinée plus grande que celle que nous avions prévue pour lui. Cette leçon philosophique s'étendait bien au-delà du cercle restreint des participants directs au projet. Le monde scientifique commençait à intégrer ces observations dans une compréhension plus nuancée de la cognition animale. Des programmes de conservation repensaient leurs approches en considérant davantage la plasticité comportementale des espèces, et le public, à travers les communications soigneusement contrôlées du projet, développait une appréciation plus profonde de la complexité du monde animal. Au crépuscule, alors que les lumières dorées s'estompaient et que l'obscurité commençait à envelopper la propriété, Max revint vers la maison, s'asseyant au pied de Léa avec la satisfaction tranquille d'une journée bien remplie. À la lisière de la forêt, la silhouette d'Aria se détachait contre les dernières lueurs du jour, ses trois jeunes regroupés autour d'elle. Pendant un long moment, la lynx et la femme se regardèrent à travers la distance. Ni amie ni ennemie, mais gardiennes conjointes d'un miracle qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. « Bonne nuit, Aria », murmura Léa, un rituel qu'elle répétait chaque soir, sans savoir si la lynx pouvait l'entendre ou comprendre. Comme en réponse, Aria émit un son doux, avant de guider sa famille vers leur abri forestier pour la nuit. Max se leva, hésitant, regardant alternativement Léa et la famille de lynx qui s'éloignaient. « Va avec eux si tu veux », dit doucement Léa, comme elle le faisait souvent. « Je serai là demain. » Max lui lécha affectueusement la main, puis, après un dernier regard, s'élança pour rejoindre sa seconde famille, sa silhouette dorée disparaissant progressivement dans l'obscurité grandissante. Léa resta assise sur le porche, écoutant les bruits nocturnes de la forêt, contemplant le mystère de ces vies entrelacées par le hasard et maintenues ensemble par quelque chose qui dépassait l'entendement scientifique, une forme d'amour qui transcendait les barrières d'espèces, de langage et d'instinct. Le projet Harmonie continuait de révéler ses secrets jour après jour, rappelant à tous ceux qui y participaient que le monde naturel était infiniment plus complexe, plus flexible et plus merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. Et au cœur de cette révélation se trouvait un simple Golden Retriever qui, par sa présence aimante et son extraordinaire adaptabilité, avait créé un pont entre des mondes que l'on croyait à jamais séparés. Dans la danse éternelle entre le sauvage et le domestique, entre la nature et la civilisation, un nouvel équilibre avait été trouvé, fragile peut-être, certainement unique, mais indéniablement réel. Un équilibre qui invitait l'humanité à reconsidérer sa place dans le grand tissu de la vie, non pas comme maîtres ou gardiens, mais comme participants dans une conversation infiniment plus ancienne et plus profonde que notre brève histoire sur cette planète.